Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, ça faisait un moment qu'on n'avait pas de nouvelles vidéos sur une mise à jour de Bamboo Studio ou d'Orca Slicer, puisque la dernière mise à jour de Bamboo Studio datait de fin avril. Alors, c'est désormais chose faite, puisqu'on a une nouvelle mise à jour. Alors, cette mise à jour est en version bêta et elle est accompagnée également d'une mise à jour du firmware de la Bamboo Lab X1 et de la P1P, respectivement les firmware 1.06 pour la X1 et 1.04 pour la P1P. Mais au moment où j'enregistre cette vidéo, ces firmware ne sont pas encore disponibles. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer en détail les nouveautés, mais je mettrai les images qui sont reprises dans le patch note pour vous expliquer un petit peu ces nouveautés, lorsque ces nouveautés impliquent le nouveau firmware. Alors cette nouvelle version, la version 1.7.0, est une grosse mise à jour, comme on en a déjà connu quelques-unes, parce qu'elle ajoute quand même de grosses nouvelles fonctionnalités et beaucoup d'améliorations. On a une trentaine d'améliorations et quelques grosses nouveautés intéressantes. Alors intéressantes, oui, c'est intéressant. Les nouveautés, principalement, en gros, si on pouvait donner une espèce de thème à cette mise à jour, c'est de rendre Bamboo Studio un peu plus proche d'Orca Slicer. Parce qu'en fait, vous verrez, il y a beaucoup de fonctionnalités qui nous font aller vers Orca Slicer qui étaient absentes de Bamboo Studio, qui sont désormais intégrées dans Bamboo Studio. Toutefois, Orca Slicer, malgré tout, après avoir regardé, reste quand même pour le moment, en fonction de notre profil d'utilisation, plutôt avantageux puisque les nouveautés ne vont pas aussi loin qu'avec Orca Slicer. Par exemple, première grosse nouveauté, c'est la calibration. Vous voyez ici maintenant on a un nouvel onglet calibration. Alors dans Orca Slicer, on avait ici un menu calibration. C'est maintenant intégré dans Bamboo Studio, mais toutefois on n'a que 2 tests. Alors que dans Orca Slicer, si je reprends Orca Slicer ici et que je vais dans mon menu calibration, on a des tests de température, de flow rate, de pression, de rétractation, les tests de tolérance, le max flow rate, enfin voilà, on a pas mal de tests différents. Ici, on en a 2 pour le moment, donc le Flow Dynamics Calibration. Alors il vous explique ici, on est dans la version bêta, donc ce n'est qu'en anglais. Probablement qu'il y aura une traduction en français dans la version finale, mais bon, c'est intéressant. Ici, on a une vue de ce qu'on va avoir et de ce que permet cette calibration-là. Alors tout simplement, une fois qu'on est là, on clique sur Manual Calibration. Bon, ici, celui-là, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas fait l'upgrade de l'imprimante. Je rappelle, firmware qui n'est pas encore disponible au moment où j'enregistre cette vidéo. Un test de flow rate ici, un flow rate calibration pour éviter la sous-extrusion ou la surextrusion. Alors il montre ce qu'on a comme résultat si on a de la sous-extrusion ou de la surextrusion. Et on vient cliquer ici sur Manual Calibration. On choisit toute une série de paramètres et on lance l'impression de calibration. Alors, autre nouveauté qui, elle, je trouve extrêmement intéressante. Alors là, c'en est une où je montre l'image ici à l'écran parce que sans la mise à jour vers le firmware, on ne peut pas l'essayer. Et elle concerne les X1. C'est, imaginez ce scénario où vous avez plusieurs objets sur votre plateau que vous imprimez. Toute une série d'objets s'impriment avec des hauteurs différentes et tout ça. Et donc, l'impression se fait pas objet par objet, mais couche par couche. Et voilà, il y a un objet qui foire. Il y a un objet, il y a des spaghettis, des supports sont tombés. Et vous êtes à 2/3 de votre impression. Et vous avez le choix. Avant, qu'est-ce que je faisais? Vu que les autres, ça avait l'air de marcher, je laissais l'impression foirer sur cet objet-là. Et donc, ça continuait l'impression avec cet objet qui devient complètement foireux. Et donc, on perd du temps et on perd du matériel pour rien, alors qu'il va falloir refaire cet objet après. Désormais, grâce à cette nouvelle fonction, vous pouvez dire si l'IA détecte qu'il y a un problème au niveau de l'impression et qu'il vous met un message, une pause sur l'impression, vous pouvez dire passez cet objet-là. Vous l'ignorez au moment de l'impression et vous vous occupez simplement des autres objets. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a 2 limites. La première, c'est que ça doit être une impression avec un seul filament, donc pas de multimatériel multicouleur. Et la deuxième, c'est qu'il ne peut y avoir que maximum 64 objets sur le plateau. Bon, 64 objets, c'est déjà pas mal sur un plateau. Alors, autre amélioration dont je ne pourrai pas vous montrer en détail dans Bamboo Studio, mais vous verrez ici affiché à l'écran, c'est
quand vous venez dans l'onglet Appareil, ici, et que vous venez sur carte SD, eh ben, vous avez votre liste des timelapses. Bon, ça, on avait déjà. Mais maintenant, on a l'onglet ici Modèle. Alors, vous voyez ici, ce n'est pas supporté par cette version de l'imprimante. Donc, j'affiche ici le petit GIF qui est proposé par Bamboo Lab. Eh bien, ça permet quoi? Ça permet maintenant, comme si vous étiez sur l'imprimante, de pouvoir naviguer dans les modèles qui sont enregistrés sur l'imprimante, sur la carte SD de l'imprimante, et pouvoir les voir et lancer l'impression maintenant directement depuis Bamboo Studio. C'est une nouvelle fonctionnalité plutôt intéressante. Alors, nouvelle fonctionnalité également, ce sont les mèches booléens. Donc, qu'est-ce qu'un mèche booléen? Donc, si vous y connaissez un peu en KO, vous voyez de quoi je parle. Et pour les autres, c'est la possibilité de pouvoir faire des opérations d'addition, de soustraction ou de différence entre des objets entre eux. On fait ça aussi dans Illustrator pour des vecteurs. Alors, pour vous montrer ça concrètement, imaginons que j'ai un buste de Brad Pitt, et j'ai envie de faire un petit socle avec le nom en dessous. Et puis, j'ai envie de garder ce socle en une pièce pour toutes les impressions. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je viens rajouter ici une primitive. On va faire simple, je vais faire un cube. Alors ici, on ne le voit pas, il est là derrière. Je prends mon cube, je vais l'agrandir, voilà. Je vais prendre maintenant ici mon Brad Pitt. Je me réoccupe, voilà, de la taille de mon cube. Hop. Et je veux en faire un buste comme ceci. Bon, alors, ce que je vais faire déjà, c'est tout sélectionner et faire clic droit, assembler. Comme ça, je pourrais sélectionner un objet et le maintenir en hauteur. Sinon, il va redescendre toujours vers la plaque. Voilà, comme ceci. Alors, je fais vite fait, Et donc, maintenant, ce que je peux faire, je sélectionne mon assemblage. Voilà. Et je viens ici sur cette touche Mesh Boolean ou la touche B. Et j'ai ce petit menu. Alors, si je fais Union, je viens sélectionner la première partie qui est mon buste, la deuxième partie qui est mon cube, et je clique sur Union. Et désormais, ce n'est plus qu'un seul objet. Vous voyez ici, l'assemblage n'est plus qu'un seul objet, et je pourrais exporter le STL et garder comme ça un STL en un seul objet. Je pourrais m'amuser ici à écrire, par exemple, Brad Pitt, et venir le positionner là. Voilà, vite fait, hop, et refaire une union entre ça et mon texte. Et voilà, j'ai tout maintenant qui est en un seul bloc. Alors, il n'y a pas que l'union, je l'avais dit, on peut aussi faire la différence. Regardez, si par exemple je rajoute ce cube et je veux soustraire de ce cube une partie cylindrique, je viens prendre, donc là, vous faites ça avec vos STL, je prends ici le cylindre. Bon, pour être certain qu'il soustrait bien, j'agrandis un peu, voilà, le cylindre par rapport au cube. Je viens les assembler et maintenant, j'ai la touche Mesh Boolean qui est disponible et je choisis mes deux parties et je viens faire une différence. Alors, la touche Delete Input, ce sera peut-être traduit, je rappelle qu'on est dans la bêta, même si j'ai mis l'interface en français pour le moment, on voit ça en anglais. La touche Delete Input permet quoi? Permet de dire que si je soustrais le cylindre du cube, je veux que le cylindre disparaisse. Si je ne clique pas sur la touche Delete Input, ça va garder les deux formes, le cube soustrait du cylindre plus le cylindre. Alors je vais faire les deux, comme ça vous voyez. Si je ne clique pas sur Delete Input, ça fait différence et maintenant j'ai deux objets. Si je bouge le cylindre, vous voyez, j'ai mon cylindre plus la pièce creusée. Mais si je clique sur Delete Input, donc je resélectionne mon cube et mon cylindre et que je clique, et voilà, ça fait partir directement le cylindre et je n'ai que la pièce creusée qui reste. Dernière nouvelle fonctionnalité, après on verra un petit peu les améliorations. Dernière nouvelle fonctionnalité qui lui est complètement aussi repris d'Orca Slicer, c'est la prise en charge de plus de profils d'imprimantes tierces. Donc on avait déjà quelques imprimantes tierces possibles avec Bamboo Studio, notamment les Voron. Et désormais, si on veut rajouter des nouvelles imprimantes, on a les Voxel Lab, les Elegoo, les Anker. Alors les Elegoo par exemple, elles sont pas toutes. La Neptune 4 n'y est pas encore, mais on a les Neptune 3,
plus d'Anycubic, les Voron on avait déjà. Les Creality, eh ben moi j'ai pas ma CR10 Smart Pro dedans. On a des Prusa, voilà, quelques les Kiddy. Par contre, contrairement à Orca Slicer, et qui fait qu'Orca Slicer est toujours en avant là-dessus, c'est qu'on n'a pas des profils par défaut. Hein. Vous voyez, dans Orca Slicer, je le reprends ici. Si je rajoute ici, eh ben, je peux avoir un profil générique Clipper ou un profil générique Marlin. Et comme ça, rajouter mon imprimante. Et puis, dans la liste des imprimantes prédéfinies, on en a quand même beaucoup plus. Donc ça reste quand même un avantage d'Orca Slicer sur Bamboo Studio. Alors il y a toute une série d'améliorations aussi, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas toutes les passer en revue. Je vous renvoie vers le patch note. Il est en anglais. Si c'est compliqué pour vous ou si votre navigateur ne prend pas en charge la traduction automatique, n'hésitez pas s'il y a une question à la poser dans les commentaires. Vous faites un copier-coller du paragraphe en anglais et vous me demandez de vous expliquer, il n'y a pas de problème, je le ferai. Alors voilà, quelles sont les améliorations qui à mes yeux sont les plus marquantes? Première amélioration, c'est l'amélioration du Live View pour le P1P. Alors c'est quoi? C'est que vous avez une P1P, avant il n'était pas possible, contrairement à la X1, d'avoir accès à une vue de notre impression en direct, donc à la caméra de la P1P, si vous aviez rajouté la caméra, à avoir une vue en dehors de votre réseau local. Et donc, si vous étiez en 4G dans la rue avec votre application, ben, vous ne pouviez pas regarder. Lors du dernier firmware, ça a été amélioré et on pouvait le faire via l'application. Et ben désormais, on peut également le faire via Bamboo Studio. Donc, imaginons que vous êtes avec votre ordinateur portable à votre boulot, ailleurs, pas chez vous, pas sur votre réseau local, ben, vous pouvez désormais avoir accès au Live View. Alors un peu à l'inverse, et là c'est uniquement pour les X1, on peut désactiver la vue. Imaginons que vous ne voulez pas que passer par Internet et que les informations, donc c'est plutôt des raisons de sécurité, que les informations vidéo qui sont envoyées de votre impression vers Bamboo Studio ou vers votre application Bamboo, ben vous ne voulez pas, vous pouvez désactiver comme ça le transfert vidéo par Internet et n'avoir accès au transfert vidéo que, enfin à la vue, au Live View, que sur le réseau local. Voilà, c'est une question de sécurité. Alors pour ça, il faut également mettre à jour le firmware de l'imprimante vers la version 1.06. Donc là, je ne peux pas vous le montrer. Enfin, et puis ça aurait été compliqué. J'allais pas partir de chez moi pour vous le montrer. Alors une prise en charge du mode sombre pour les systèmes Linux. Ça, voilà, un point intéressant pour ceux qui utilisent Linux. Ce n'est pas mon cas. Alors une autre amélioration, ici ça concerne vraiment les développeurs et les personnes qui veulent optimiser à fond les profils et les paramètres d'impression. Ils ont rajouté un mode développeur. Alors qu'est-ce que c'est que ce mode développeur? On a ici toute une série de paramètres et on a pour les imprimantes toute une série de paramètres. Regardez, si je vois ici les paramètres de l'imprimante, on a 3 zones, quelques paramètres qu'on peut comme ça adapter. Si on déclic avancé, on en a encore moins, hein, mais en avancé, on en a un peu plus. Et bien désormais, si vous venez dans les paramètres de Bamboo Studio, vous pouvez cliquer sur mode développeur. Et vous voyez déjà ici, sur le côté, dans couture, j'ai déjà plus de paramètres en mode développeur. Si je garde le mode développeur et que je viens dans les paramètres de l'imprimante, et bien ici, j'en ai toute une série en plus. Notamment, par exemple, on peut déterminer le type de buse. Moi, c'est la buse en acier trempé. La dureté HRC de la buse, alors voilà, il faut vraiment s'y connaître. C'est pas pour l'utilisateur lambda. Mais si vous êtes un utilisateur avancé, si vous avez envie de vraiment avoir un plus grand encore contrôle sur vos impressions, eh ben, ça peut être intéressant éventuellement de regarder du côté de ce mode développeur. Alors, une autre amélioration, c'est ici dans la vue de l'appareil, dans l'état. Vous voyez, il y a comme ça une fonctionnalité de l'AMS qui pour moi est extrêmement mystérieuse. Elle est mystérieuse pourquoi? Parce que elle marche une fois sur 3. Néanmoins, ici on y verra peut-être un peu plus clair grâce à ça, c'est l'autorefill. Alors c'est quoi l'autorefill? C'est, vous avez l'AMS et l'idée de l'AMS a priori c'est vous imprimer en plusieurs matériaux, en plusieurs couleurs. Donc vous avez 4 bobines de 4 couleurs différentes dans des matériaux différents. Mais une autre fonctionnalité de l'AMS, et finalement c'est peut-être plutôt à ça, à moi, que j'espérais qu'elle puisse me servir, puisque je ne fais pas énormément d'impression multicouleurs ou multimatériaux, c'est de vous dire, moi je vais imprimer un truc, et j'ai des fins de bobines, des mêmes bobines, de mêmes matériaux, et j'ai envie en fait que lorsqu'il arrive à la fin d'une bobine, il imprime directement avec la seconde bobine, et puis la troisième bobine,
Comme ça, ben, je gaspille moins. Ou si j'ai une impression qui fait plus d'1 kilo, bon, alors on est limité dans la taille d'impression, donc ça c'est peut-être un peu moins courant. Mais une impression qui fait plus d'1 kilo, eh ben, j'ai envie que lorsqu'il termine mon premier kilo de bobine, il passe au second kilo de bobine de manière automatique. Bah, désormais, on a cette touche autorefill qui nous permet de dire, ben, par exemple, ici, j'ai 3 PLA différents et c'est de couleurs différentes. Donc, en fait, vous devez garder les mêmes couleurs et vous pouvez tricher. Hein, vous pouvez alors lui dire que sont 3 PLA de même couleur. Hein, comme ça, considère que c'est les mêmes. Mais ici, donc voilà, j'ai 3 PLA différents et ben, il me dit, je n'ai pas 3 bobines identiques pour pouvoir utiliser la fonction d'autorefill. Donc voilà, ici j'ai triché, hein, je lui ai dit que c'était rouge. Imaginons que vous en fichez, vous qui l'imprime en plusieurs couleurs différentes, puisqu'après vous allez peindre le modèle. Et bien ici, vous voyez, j'ai 2 PLA pareils et identiques. Je viens cliquer sur autorefill et il me permet maintenant d'avoir un petit menu. Tiens, si le matériel en cours vient à être épuisé, l'imprimante continuera avec le A2. Et imaginons, je viens ici faire ceci, alors on voit dans quel sens il va imprimer. On ne peut pas nous dire, ben, je préfère que tu vides d'abord la bobine qui est dans l'emplacement 4 avant la bobine qui est dans l'emplacement 2. Si vous voulez le faire, déplacez vos bobines parce que pour le moment, c'est juste une visualisation. Ça arrivera peut-être plus tard, mais pour le moment, on sait simplement qu'après la bobine qui est dans l'emplacement 1, il va aller dans l'emplacement 2 et puis dans l'emplacement 4. Alors une autre amélioration, mais là j'ai du mal à voir la différence, c'est ben, je vais reprendre mon Brad Pitt et je veux le peindre. Alors, bon, vous voyez, vous avez la touche peinture ici. Et bien ils disent maintenant qu'on a une meilleure expérience de l'angle de rotation de notre modèle. On va le croire. Moi, je vois pas, enfin, je me souviens plus comment c'était dans la version précédente et là j'ai mis à jour, donc ben, je peux pas aller vérifier. Mais on va les croire et dire que, ok, maintenant, quand on tourne dans ce menu de peinture, c'est plus agréable et c'est une meilleure expérience. Alors, autre ajout intéressant, hein, moi, ça m'est déjà arrivé de me poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de support pour cette pièce ou est-ce que, parce que j'ai envie de minimiser le nombre de supports, où sont les zones qui sont vraiment problématiques en surplomb? Alors, c'est lié avec le paramètre de surplomb, l'angle de seuil que vous mettez ici. Mais si vous cliquez dans la vue, dans le menu vue si vous êtes sous Mac ou affichage si vous êtes sous Windows et que vous venez cliquer sur montrer surplomb, et ben désormais vous voyez on peut mettre en avant les zones de surplomb. Voilà, c'est une amélioration que je trouve intéressante. Autre changement, quand vous imprimez sur plusieurs plateaux différents, et ça vient aussi d'Orca Slicer, on peut désormais en cliquant ici, vous voyez sur le petit crayon, nommer notre plaque. Voilà, petite amélioration mais que je trouve aussi également intéressant. Alors, autre petite amélioration aussi, c'est un peu de l'usage de niche, mais imaginons que je viens rajouter ici un cube, et en fait, bon, imaginons j'imprime plein de pièces. C'est tous des petits personnages que je veux, et j'en ai 35 sur mon plateau à peu près. Voilà, je viens agencer ça, et ben j'en sélectionne quelques-uns. Voilà, hop, 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 il m'en faut 9. Et ah, là j'en suis à combien ? Je sais plus, 1, 2, 3, 4, bon voilà, c'était pénible. Ben maintenant, vous voyez ici en bas, on voit le nombre d'objets sélectionnés et j'en ai 9 maintenant de sélectionnés. Encore une petite amélioration, mais c'est toujours utile. Enfin, autre amélioration que je trouve intéressant à mettre en avant, alors je dis il y en a d'autres hein, que vous pouvez aller voir dans le patch note, c'est ben, là aussi, hein, on revient un peu dans ce qu'il y a sur Orca Slicer. Mais dans la liste des primitives, on a 3 primitives de plus. C'est 3, en gros, tests de calibration. On a le bambou cube, et comme ça, vous pouvez l'imprimer et voir si votre imprimante est bien réglée. Le 3D Benchy, qui, je pense, on ne doit pas présenter. Hein, tout le monde connaît ce 3D Benchy. Et le KSR FDM Test, qui est un test un peu complexe pour bien voir tous les paramètres d'impression. Enfin, pour voir si vous avez bien réglé tous vos paramètres d'impression et agir dessus en fonction de ce qui ne va pas. Hein. Par exemple, ici, le stringing entre les pics, les surplombs, le test de tolérance, enfin voilà. Voilà une amélioration intéressante aussi. Voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je rappelle qu'en description, vous retrouverez le patch note. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo
qui sera la partie 2 de mon test sur la longueur Ray 5 10 watts, donc le graveur laser. À bientôt!